Retour à Mediapart, nous étions en mai 68 avec Claude Nougaro et des photos qui vont avec ce livre Mai 68 par celles et ceux qui l'ont vécu. Mai 68, c'est l'idéal démocratique, c'est que l'avenir, c'est celui que l'on crée par notre action, par nos libertés, par nos droits. C'est ce que doit faire aussi la presse. C'est la responsabilité d'une presse indépendante. Lever des lièvres, qu'ensuite la société attrape. Et ce soir, c'est ainsi. Un lièvre levé par Mediapart il y a plus de 7 ans par Fabrice Arfi, Karl Laske, qui les premiers, le 28 juillet 2011, ont lancé cette affaire, ont déniché cette affaire, le grand soupçon libyen, la corruption d'une démocratie par une dictature, la dictature libyenne. Eh bien, cette affaire, elle est en train de se dérouler sous nos yeux. Voici les dernières nouvelles par Fabrice Arfi. Voilà, alors on vient d'apprendre, c'est officiel, c'est désormais confirmé. Nicolas Sarkozy, donc l'ancien président de la République, a été mis en examen pour 3 chefs d'inculpation. Le premier, c'est corruption. Le deuxième, c'est financement illégal de campagne électorale. Et le troisième, c'est recel de fonds publics libyens. Il a été placé sous contrôle judiciaire. On ne connaît pas les détails pour l'instant de son contrôle judiciaire. Il n'est pas abusé de dire, je crois que c'est un événement judiciaire sans précédent dans l'histoire de la Ve République et peut-être même des républiques qui lui ont précédé, puisque voilà désormais la mise en cause formelle par la justice. Évidemment, Nicolas Sarkozy est présumé innocent. Et la mise en examen du point de vue du Code de procédure pénale signale que les juges d'instruction ont des indices graves et concordants suspectant son implication dans les faits qui sont dénoncés, et libre à lui désormais de se défendre comme il veut. Mais c'est inédit dans l'histoire de la République de voir un ancien chef de l'État accusé formellement d'avoir été stipendié par une puissance étrangère, et pas n'importe laquelle, une dictature, celle de Mouammar Kadhafi. Alors, Edoui Plenel le disait tout à l'heure, c'est une affaire qu'avec Karl Laske, nous essayons patiemment, méthodiquement, le plus sincèrement du monde, nous espérons, de documenter. Ça fait maintenant 7 ans, c'est une 60aine d'articles que nous avons publiés sur Mediapart, qui sont tous disponibles sur le site, dans notre dossier « L'argent libyen de Sarkozy ». Donc vous tapez sur Google « L'argent libyen de Sarkozy Mediapart » et vous avez toute l'affaire telle qu'elle a été révélée dès le mois de juillet 2011 et telle qu'aujourd'hui elle connaît une étape judiciaire majeure, à savoir, je répète, la mise en examen de Nicolas Sarkozy pour 3 chefs d'inculpation: corruption, financement illégal de campagne électorale et recel de fonds publics libyens. Évidemment, stay tuned, restez branchés, nous allons continuer à vous informer sur Mediapart et à montrer ce que... par un journalisme artisanal mais acharné, on nous le reproche même. Les Républicains ont récemment mis en cause notre acharnement dans cette affaire. Nous le prenons évidemment comme un grand compliment, à continuer à vous informer sur ce dossier dont on peut dire aujourd'hui, de manière quasi officielle, que c'est une affaire d'État sans précédent dans l'histoire de la République française. Merci Fabrice Arfi. Et donc voilà, ça sert à ça, une presse indépendante. Alors n'oubliez pas, il faut la soutenir. Nous ne vivons que de votre soutien. Seuls nos lecteurs peuvent nous acheter. Ce soir, ça ne coûte que 10 € pour 3 mois. Eh bien, profitez-en. Alors, nous voici de retour autour de ce livre qui a un souffle formidable, parce que c'est le souffle justement des obscurs, des sans-grades, des anonymes, formule d'un historien auquel vous rendez hommage, Jean Métron, qui lui-même publiait le dictionnaire biographique du mouvement ouvrier et du mouvement social aux éditions de l'Atelier. Bref, c'est le livre qui rend la polysémie, la polyphonie de mai 68. Alors, nous sommes avec 2 de ses coordonnateurs, Boris Gobille et Christine Dormois-Rajramanan. Et nous sommes avec 2 nouveaux témoins. Et je voudrais commencer par vous, parce que c'est un témoignage très très fort et qui rejoint un thème dont on parlait, Rachida tout à l'heure, Ada Ruata, la nouvelle femme voulant naître. C'est un témoignage très fort, très personnel, sur, au fond, votre chemin de femme qui veut en fait décider librement, dans une société corsetée, d'offrir, vous le dites comme ça, sa virginité à l'homme qu'elle aime. Oui, je pense que c'était une des choses les plus importantes, en fait, de ce qui s'est passé pour les femmes en 68.
Je crois que c'est une des pierres les plus importantes. En fait, au départ, mon père était maçon et j'ai réussi. Immigré italien. Italien. Voilà. Vous en parlez aussi là-dedans. Non, oui, j'en parlerai peut-être tout à l'heure. Tout à l'heure, un de ce mot de ça. livre-là. Et comme j'ai réussi à rentrer au lycée, malgré toutes les difficultés, il y avait très peu d'enfants d'ouvriers à l'époque, j'ai toujours pensé que ma virginité était quelque chose d'extrêmement important, parce que si je me retrouvais enceinte, comme c'était arrivé autour de moi, je serais obligée d'interrompre mes études. Donc un contrôle sur mon corps, très important. Ensuite, au lycée, j'ai fait une classe de philosophie. Et là aussi, parce que j'étais une fille d'ouvrier et que je n'avais pas le droit à des bourses parce que j'étais étrangère, je n'avais pas la nationalité française, on m'a orientée vers le technique. Donc je suis allée faire un brevet de technicien supérieur de secrétariat à Ville-d'Avray. Et c'est là que m'a trouvé 68. Et là, c'est très émouvant parce que, en fait, à ce moment-là, mon père a eu un cancer. Et le 1er mai, on l'a transporté de Beaujon à la Salpêtrière. Et donc, à partir de là, il est mort le 25 mai. Tous les jours, je venais au cœur de Paris, chose que je ne faisais jamais d'habitude, parce que j'habitais la banlieue et je ne venais à Paris que pour ma carte de séjour et puis de temps en temps pour les grands magasins. Donc en fait, j'ai été amenée à ce moment-là à venir à Paris et à voir qu'il se passait des choses, mais ça ne me concernait pas vraiment, ça me concernait. J'étais curieuse, mais j'étais dans une autre histoire. Et puis mon père est mort. Et je trouvais que j'avais vécu quelque chose de tordu par rapport à lui. C'est-à-dire que j'avais eu l'impression d'avoir été obligée de le renier pour pouvoir avancer. Et donc, je me suis mise à acheter, par exemple, cet été-là, j'ai acheté La Condition ouvrière, j'ai acheté Élise ou La vraie vie, et je me promenais avec ces livres-là. Et c'est comme ça que j'ai rencontré un jeune ouvrier qui, lui, était sur les barricades en 68. Et donc, ce qui devait arriver est arrivé. Je suis tombée amoureuse, lui aussi. Et donc, nous avons commencé une histoire d'amour. Et c'est là que je me suis dit, voilà, maintenant, je choisis de donner ma virginité à cet homme-là. Mais je ne voulais pas être enceinte. Donc, j'ai décidé de chercher un médecin qui me donne la pilule. En fait, le premier que je suis allée voir m'a fait la morale. Il m'a expliqué que j'étais pas majeure, que je n'étais pas, qu'il fallait attendre le mariage, etc. Donc, bon. Donc ça m'a un peu refroidie, mais comme je suis têtue, donc j'ai essayé de m'informer et j'ai une amie à moi m'a dit que vers Montparnasse, donc ici à Paris toujours, il y avait un médecin qui... Après, j'ai su que ce médecin-là faisait aussi des avortements, mais qui donnait la pilule. Alors, quand je suis allée chez lui, je raconte, comme on était dans le quartier des femmes libérées, il m'a demandé combien j'avais de partenaires. Et alors, moi, naturellement, vous avez vu ma pureté, là, donc j'étais un peu choquée. Bon, en fin de compte, après, je raconte aussi, il a dit qu'il allait m'ausculter. Là aussi, ça a été un choc. Parce que, naïvement, je n'avais pas imaginé que ce médecin allait vouloir m'ausculter. Bon. Enfin, tout ça pour vous montrer qu'il fallait, pour pouvoir avoir la pilule, d'abord se bagarrer, et puis même se bagarrer vis-à-vis de soi-même, parce que c'est une décision... Pesanteur de la société, du voilà. regard des autres. Et puis, d'ailleurs, quand j'ai commencé à prendre la pilule, après, ça a été terrible à la maison. Parce que quand ma mère s'en est aperçue, elle
Elle pensait que j'étais une fille perdue, une traînée, etc. Donc, et votre maman vous disait surtout, ne deviens pas comme ces Françaises, dévergondées. Voilà. Et vous avez été élevée dans une pudeur extrême par une maman en Italie. Pour laisser un petit peu le suspense, voilà. parce que si vous racontez tout... Mais je ne raconte pas tout, parce que dans mon livre, je raconte beaucoup plus. Oui, dans le livre, vous racontez plus. Parce que, en fait, le rebondissement, c'est que l'amoureux, lui, va être aussi pris dans les pesanteurs. Voilà. Et en fait, j'ai donc après j'ai quitté, bien que je ne sois pas majeure, j'ai quand même quitté. Je suis allée vivre avec lui quand j'ai su que je pouvais avoir la pilule, etc. Et j'ai vécu donc pendant 10 ans dans ce milieu ouvrier et dont plusieurs personnes qui étaient autour de moi avaient vécu de 68 de façon très douloureuse. C'est-à-dire qu'ils avaient eu l'impression qu'ils avaient été floués totalement. Et que, justement, ceux qui avaient écrit les livres après, ils s'en étaient sortis et que c'était beaucoup plus difficile qu'avant de vivre. C'était très dur. Alors, moi, j'ai essayé de les convaincre qu'il fallait qu'ils écrivent, surtout que pas mal d'entre eux, dont mon compagnon, avaient une façon de parler très forte. Mais je n'ai pas réussi. Et puis donc, les années ont passé. Et plus de 10 ans après, je me suis retrouvée seule. Et c'est là que j'ai décidé d'écrire « Elle voulait voir la mer ». Parce que, au départ, je voulais écrire un roman qui raconte ce milieu. Et puis après, je me suis dit, non, je ne vais pas écrire à leur place. Je vais écrire, moi, comme femme. Parce que je pense que si j'ai écrit à leur place, ça n'aurait pas donné ça. Mais là, c'est un livre qui est la voix d'une femme. Et c'est un livre, en fait, qui a été réédité par les éditions Maurice Nadeau, mais qui est sorti en 85. 85, oui, c'est une réédition des éditions qui portent le nom du fondateur de la quinzaine littéraire. Voilà. Et en 85, des passages comme celui dont ça choquait beaucoup, en fait. Alors, justement, on passe à un autre témoignage, mais vas-y, Michel Guillaumin, peut-être Michel que tu Guillaumin, l'introduis. Bonjour. Alors, vous étiez collecteur de déclarations sur l'honneur d'exploitants agricoles et vous étiez, vous, au chômage dans la plaine du Forêt, du côté de Saint-Étienne. Et vous étiez, pour le coup, au sein d'une famille paysanne. Un peu le désert français. Très isolée. Alors, peut-être pas le désert, mais en tous les cas, oui, une zone, puisque je viens de pas très loin, moi aussi, là-bas. Il y a des habitants dans le désert, hein. Nous sommes d'accord. On va dire un coin de montagne, etc., un peu isolé de Paris, la province. Mais famille paysanne de la plaine du Forez, et isolée, donc, en tout cas, et au chômage. Et vous avez suivi mai 68 à travers votre petit poste de radio. Tout à fait. Et justement, c'est ce que nous a raconté Ada, et c'est ce que vous nous racontez vous aussi, c'est que ça a constitué un énorme bouleversement intime. On réduit souvent mai 68 à 2 slogans, jouissez sans entrave, il est interdit d'interdire. Mais vous, ça n'a pas été cela. Ça a été autre chose, une toute autre révolution intime à l'intérieur. Est-ce que vous pouvez nous la raconter ? Alors, je pourrais dire d'abord qu'effectivement, un des intérêts de ce livre-là, c'est qu'il est un déclencheur. Lorsque j'ai reçu la lettre, la demande des ateliers, de l'atelier, je me suis dit, mais je n'ai pas vécu 68. Et puis, je me suis dit, c'est pas pour moi. Moi, j'ai fait pareil. C'est pas pour moi. Exactement la même réaction. C'est pas pour moi, je ne l'ai pas vécu. Et alors, qu'est-ce qui vous a fait ? J'ai mal dormi. Je n'ai pas dormi de la nuit. Attends, pas possible. Je ne l'ai pas vécu. C'est quoi ma vie ? C'est la conséquence totale à 100% de 1968. Et alors, j'ai mis du concret dans cette période-là que j'avais vécue avec les souvenirs que j'en avais. Mais c'est surtout l'ambiance. C'est pour ça que j'ai donné l'ambiance que j'avais. Je vivais 68 par procuration. Je n'avais pas de travail. Je venais de faire quand même une multitude de petits boulots. Alors j'avais fini 1 an de travail superbe, mais je n'étais pas au niveau. J'avais le BEPC seulement. J'étais en échec scolaire. Je n'avais pas de voiture. Il fallait une voiture pour ce travail-là. Donc je me retrouve sans rien. Voilà.
quelques mois avant. J'avais été soudeur à l'argon pendant... l'argon, c'est un gaz avec lequel on soudait à l'époque dans des casernes, dans une usine de 150 salariés. Aujourd'hui, il n'y a plus rien, bien sûr. Voilà, donc j'avais été au marché du travail à Saint-Étienne faire les vendanges dans le Beaujolais, où là, quand même, parce que c'est de l'histoire et ça remonte à 50 ans seulement, les vignerons venaient chercher des salariés agricoles convoqués par l'Agence pour l'emploi, je ne sais pas comment on appelait ça à l'époque, et on était sur une ligne comme des esclaves. Il est fort, je le prends. Non, je ne te prends pas, toi. Voilà, c'était comme ça que ça se passait. Et donc, je suis parti dans le Beaujolais faire les vendanges pendant 3 semaines, etc. Voilà, donc des petits boulots. Et voilà, j'arrive donc dans cette période-là, ça sortait, quoi. C'était, il y avait une colère rentrée. Et puis, les pavés, alors déjà, je reprends qu'il y avait des pavés à Paris. Bon, et puis j'essaye de comprendre ça. Alors, ce qui m'avait quand même déjà un petit peu alerté, c'est qu'en 1956, j'avais 9 ans, mon père était collé devant le poste de radio lorsqu'il y a eu l'invasion de la Hongrie par les chars russes, autant que je me souvienne. Et déjà, à l'époque, j'avais compris que ce petit instrument qui parlait, là, parce qu'il n'y avait que ça en campagne, qui pouvait dire des choses en dehors de lieu où on était, eh ben, c'était important. Et donc là, j'écoute, je commence à essayer de comprendre. Et puis très vite, ce n'est pas tellement alors, bien sûr, les étudiants, parce que c'était ça qui ressortait à la radio, mais aussi la grève générale qui commence à s'étendre un peu partout. Alors j'ai appris après qu'effectivement, elle avait commencé bien avant, etc., avec toute une série de conflits perlés, etc. Bon, voilà. Et bon, tout ça, je vis par procuration. Les pavés, c'est des pavés virtuels pour moi, mais je les jette aussi, quoi, d'une certaine manière. Voilà. Et il y a quelque chose d'indéfinissable qui commence à naître, quoi. Je dis, mais attends, c'est quoi ce monde? Qu'est-ce que c'est? Alors, à 500 km, je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et moi, je cherche à rentrer dans ce monde-là, puisque je cherche un travail. Qu'est-ce que vous faites? Voilà. Alors, je passe des concours, etc. Je réussis le concours à la Poste, et puis j'arrive donc à Paris le 18 août 68. Donc, vous voyez à peu près, j'arrive dans un climat, on dirait après la fête, là, avec tout ce qui reste à ranger. Et là, qu'est-ce que je vois? Je vois les gens qui s'engueulent, qui commencent à... Parce que c'est la gueule de bois. Bah oui, c'est la gueule de bois. La droite a beaucoup gagné les élections, la chambre de la peur, pourrait-on dire. C'est très étrange, parce que c'est très étrange, parce qu'à la fois, ils ont gagné, les postiers ont gagné, ils ont gagné des droits considérables. Ils ont gagné en salaire, mais ils ont gagné surtout en droits nouveaux. On parlait tout à l'heure de la section syndicale, mais comme syndicaliste ensuite, moi, pendant 4 ou 5 ans après, on a géré la mise en place de tout ce qui était les droits syndicaux, la reconnaissance de la section syndicale, etc. Y compris dans un milieu aussi important que la Poste, il n'y avait pratiquement pas grand-chose. Il y avait le droit de distribution des tracts, mais il n'y avait pas de locaux syndicaux, il n'y avait pas de temps pour faire le travail de syndical, etc. Il y avait tout ça. Donc, je vais rentrer là-dedans. Et alors, bien entendu, ce que je vais faire, je vais écouter, je vais boire du petit lait pendant des mois et des mois et des mois. Alors, en essayant de comprendre, parce qu'il y avait beaucoup de choses conflictuelles. Donc, je dis, ça c'est vrai, c'est pas vrai, mais pourquoi il explique ça comme ça et puis l'autre l'expliquait différemment. Donc, une capacité d'écoute. En réalité, ce que je suis en train de faire, je suis en train de retourner à l'école. L'université populaire. Voilà, l'université populaire. Et l'école que j'avais fui, j'y reviens et je vais, à travers effectivement la manière dont avaient vécu et ce qu'ils en disaient dans des gros centres de tri, faire mes classes en quelque sorte et progressivement devenir syndicaliste, etc. Voilà. Donc un accomplissement à la fois professionnel et syndical. Tout à fait. Et alors passer d'une conscience agricole, parce que j'étais complètement du monde agricole et né en plus de 8 enfants. Hein, j'étais l'aîné de 8. Comment vous l'avez vécu? Ça a été un peu violent, alors, justement, ce voyage C'était violent, oui, parce que l'ignorance était crasse. J'arrive à Paris et puis un jour, en discussion comme ça, il y avait quand même des personnes qui étaient là, l'Île-de-France, qui étaient à la Poste. Et ils me disent, qu'est-ce qu'ils font tes parents? Je dis, ils sont agriculteurs. Waouh, riches! Riche. Et alors, vous connaissez le Massif central. Non, voilà. Mais je dis non, au contraire, c'est l'inverse. Et bien entendu, ils avaient l'image
des propriétaires de la Beauce et de la Brie, quoi, hein, de ceux qui utilisent des ouvriers. Donc voilà, j'ai découvert, alors déjà, la confusion les syndicats patronaux, les syndicats ouvriers, mais non, les syndicats qui défendent les travailleurs, mais non, moi je connais les syndicats patronaux, les agricoles, j'avais du mal, quoi. Il a fallu des mois et des mois. Le mot syndicat, c'était les gros. Voilà, tout à fait. Et donc, voilà, prise de conscience de classe en tant que telle, pour sortir d'un monde agricole, une ouverture sur le monde. Toute petite anecdote rapide, je pars en autostop en Grèce. Sur les trottoirs de Grèce, il y a les militaires qui m'embêtent, ils veulent que je me sorte pour passer sur le trottoir. Alors, je suis étranger, je râle, il y en a un qui me prend comme ça, il me descend dans la rue. Je raconte ça en retour à Paris, mais il me dit, t'es complètement fou. Je dis, mais pourquoi ? Mais c'est le régime des généraux en Grèce. Je ne le savais pas. Je ne le savais pas. Voilà, ça illustre tout, quoi. Ça dit tout. Dis-moi, en vous écoutant tous les deux successivement, il y a quelque chose dans la démarche des trois universitaires qui ont coordonné ça. Donc je me tourne vers vous, Boris, parce que vous avez signé avec Ludivine Bantini, qu'on voyait tout à l'heure, et qui a fait un livre sur 68, qui est sorti au Seuil. Et vous reprenez ce concept dans votre introduction. Vous parlez de l'expérience sensible du politique. Et ça, je trouve ça très fort. C'est-à-dire, on pense, y compris les jeunes générations, dans le désabusement actuel, la politique, les idéologies, les partis, le sectarisme, etc. Et ce que fait vivre ce livre, et ce que racontent nos amis, c'est comment le politique, comme bien commun, c'est aussi une expérience tactile, humaine, visuelle. Voilà. Mais j'aimerais que comment vous êtes venu à théoriser ça. Ça sort dans une revue très sérieuse, French Historical Studies, si je ne me trompe. Donc expliquez-nous. Oui, alors effectivement, l'idée c'est de faire un pas de côté par rapport à ce qu'on regarde habituellement dans les événements de ce genre en particulier. Et ça a été le cas pour 68, on a beaucoup parlé des idéologies, des organisations d'extrême gauche, etc. Et ce qui est une dimension effectivement extrêmement importante. Mais en fait, quand vous lisez même d'autres travaux, par exemple sur la Révolution française, etc., vous apercevez que ceux qui participent à des événements comme ceux-là sont des gens qui ressentent puissamment quelque chose. Et que la dimension sensibilité, émotion, affect, etc., est complètement centrale en fait dans cette affaire. Et s'agissant de mai 68, c'est fondamental d'aller creuser sous les phénomènes d'adhésion, de croyances politiques, etc., les phénomènes aussi les sensations, la sensation de l'insupportable. Par exemple, quelque chose, vous disiez par exemple, quelque chose d'indéfinissable. Ben oui, on a un autre témoignage aussi qui dit que voilà, il y a quelque chose d'indéfinissable. On ne sait pas, on était prêt, mais on ne savait pas à quoi. Et bien, je crois que c'est assez important de regarder par les émotions, par les affects, non seulement ce qui se passe dans l'événement. Donc il y a une gamme d'affects dans ce livre qui est extraordinaire, parce qu'il y a la peur, parce qu'il faut parler aussi de la peur de la répression. Il y a un témoignage très émouvant de Bernard Massy qui fait l'expérience d'être suspendu au-dessus de la Seine par un CRS. Il y a la joie d'être ensemble, il y a la colère, effectivement. Et tout ça construit à la fois le protagonisme, le fait de prendre des rôles, d'agir dans l'histoire, et l'antagonisme aussi, parce qu'on est en colère contre ceux qui sont en face de nous et qui nous violentent. Je parle à la fois effectivement des forces de l'ordre à l'époque, mais il y a aussi des témoignages qui racontent comment l'extrême droite est présente dans cette histoire. Elle est violente. Elle fait il y a même le SAC, par exemple, qui tire à un moment donné. Civique, et l'extrême droite, c'était Occident. Voilà, Occident. Et donc, à un moment donné, il y a le SAC qui tire au plomb sur des enfants et des grévistes qui sont en train de jouer à la pétanque, en fait. Donc, voilà, les affects, c'est une autre manière d'entrer dans l'événement. Pour se rendre compte qu'en réalité, le politique, il a directement affaire, alors ça c'est le philosophe Jacques Rancière qui le dit, il y a un nouveau partage du sensible. Voilà. C'est-à-dire qui a le droit de parler, qui n'a pas le droit de parler, qui est dédié à la production mais pas à la prise en main du destin collectif, et qui est spécialiste de la chose publique. Eh bien, tous ces partages-là sont remués et transformés et bouleversés dans l'événement 68. Et ça provoque des sensations et des sensibilités énormes. Christelle, je me tourne vers vous, parce que
au fond, par rapport à la crise du politique, justement, aujourd'hui. Voilà, et vous êtes, avec Éric Neveu, qui lui est de l'autre génération, vous êtes de la génération intermédiaire, je dirais, des jeunes chercheurs. Qu'est-ce que ça dit, ce livre-là, toute cette polysémie, cette polyphonie, aux jeunes sur la politique aujourd'hui? Qu'est-ce que ça pourrait leur dire? Qui soit du présent et pas de la nostalgie, simplement de la mémoire, aussi jouissive soit-elle. Qu'il faudrait sortir de chez soi et se parler les uns les autres, parce que là, on voit qu'en dehors des discours politiques et idéologiques qui ont eu leur importance et qui ont pu essaimer et être interprétés, même sans être repris tels quels, les gens se parlent et osent parler. Il y a beaucoup de témoignages qui vont dans ce sens-là en disant chacun reconnaît qu'il a des choses à dire et qu'elles sont pertinentes. Et ensemble, on construit des choses. On va vers l'autre. On va vers l'autre. Et on invente, parce qu'on s'autorise soi-même à penser et à dire ce qu'on pense et à échanger, et ensemble, on construit. Alors, justement, demain c'est le jour où sort le livre. C'est donc une date très symbolique, puisque c'est le 22 mars que tout a commencé à la faculté de Nanterre. Et c'est aussi peut-être la naissance d'un mouvement social, le premier de l'ère Macron, puisque des cheminots, des fonctionnaires, des contrôleurs aériens, des lycéens vont défiler à Paris et partout en France contre les réformes du gouvernement. Alors voilà, naissance ou pas d'un mouvement social, sachant que depuis 1 an que Emmanuel Macron est au pouvoir, un TGV de réforme est passé, notamment des ordonnances qui réforment le marché du travail, dans une France plutôt apathique qui n'a pas vraiment bronché. Comment vous qui avez vécu mai 68, la plus grande grève de l'histoire de France avec 7 millions, est-ce que vous pensez qu'un mai 68 est possible encore aujourd'hui? Est-ce que vous voudriez qu'un mai 68 redevienne? Et à l'aune de tout ce que vient de dire Edoui avec Christelle, de cette crise du politique, est-ce que vous auriez un message à faire passer à la jeunesse d'aujourd'hui qui n'est pas si dépolitisée que ça? Non, elle n'est pas si dépolitisée. Et puis je pense que, moi c'était une des choses que j'ai voulu dire. Oui, j'ai voulu dire que, je le raconte dans mon livre, qu'il faut faire attention, on a des grandes idées, des utopies, et puis les affects, justement, font qu'on n'arrive pas à bouger en tant que personne. Et donc, par exemple, ça a donné la crise du couple chez moi, c'est-à-dire que tu as des idées, tu es révolutionnaire, etc., mais quand ça arrive dans ton amour à toi, dans ton travail, sur toi-même, tu n'y arrives pas. Donc, je crois qu'il faut analyser énormément ce que l'on veut, de façon claire, et après, savoir ce qu'on est capable de faire et avec qui et comment. Parce que sinon, on bloque, quoi. Et je crois que si pour beaucoup de choses, nous avons avancé, pour certaines choses, un peu lentement, c'est parce qu'il y avait ce décalage entre les grandes idées et les capacités que l'on a à les mettre en œuvre soi-même avec l'homme ou la femme avec qui on vit. C'est ce qu'on voit dans le MeToo et tout ça. Bon, avec le rapport avec ses enfants, le rapport avec sa collègue de travail. Hein. Et donc, je crois que c'est une des choses que j'aurais envie de dire aux gens plus jeunes. Mais vous voudriez revivre un mai 68, vous voudriez voir un mai 68 aujourd'hui se lever en France? Michel, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, qu'on le souhaite ou qu'on ne le souhaite pas, c'est vain, ça ne sert pas à grand-chose. Où ça se produira, il ne s'annonçait pas, le mai 68 se décrète pas. Voilà. Déjà, je ne pense pas que l'histoire repasse les plats. C'est déjà une première idée. Qu'il y ait un mouvement de fond, de conscientisation nouvelle, en particulier qui mettent en action les couches jeunes et actives d'aujourd'hui. Ça, c'est ce qu'on peut espérer le plus, dans la mesure où, effectivement, on a besoin d'un aggiornamento sociétal, d'une certaine manière. Je vais m'expliquer, moi. Et ça m'a obligé, moi, cet email-là, et le fait de donner son témoignage, de regarder un petit peu mon parcours, qui est complètement atypique, qu'importe. Et j'arrive à 40 ans, je suis permanent syndical, on me demande de rester permanent syndical, je dis non, retourne travailler.
je ne savais pas au moment de ma retraite pourquoi j'étais retourné travailler. Donc je me suis posé la question de savoir pourquoi je n'avais pas continué comme permanent syndical, j'aurais pu continuer. Et de fait, j'arrive progressivement, depuis l'été passé, où j'ai commencé à réfléchir à ça, à partir de cette idée-là, au fait que si je l'ai fait, c'est parce que finalement, j'appartiens avec d'autres à une génération où il y avait ceux qui avaient fait des études, ou qui étaient brillants, ou qui étaient ambitieux, qui étaient prêts à affronter la société, qui venaient de couches familiales où ils étaient à l'aise. Et puis il y avait tous les autres, la majorité, dont je faisais partie, qui effectivement ne pouvaient pas, dès lors l'école ne suffisait pas, quoi. L'école était presque un écrasement. Et donc, il a fallu que, finalement, je me cache, entre guillemets, dans un collectif syndical, etc. On prend des responsabilités, on est responsable, hein, mais on est quand même dans un collectif. Avant d'aller en première ligne moi-même, parce que j'étais prêt. Mais j'étais prêt, moi, à quel âge? À 43 ans. Aujourd'hui, le jeune, il n'est pas prêt à 43 ans. C'est ce que je voulais arriver à tomber. Il est prêt maintenant à la sortie de l'individu et du collectif. Voilà. Et c'est ça qui me fait dire qu'effectivement, aujourd'hui, il y a besoin de quelque chose, je ne sais pas quoi. Mais alors, quand vous entendez une des figures de mai 68 de l'époque, Daniel Cohn-Bendit, dire qu'aujourd'hui, l'héritier de mai 68, c'est Emmanuel Macron, et réduire presque le mouvement à cet événement soirée, là, libéral, libertaire, qu'est-ce que vous dites? Besoin d'épiloguer là-dessus. Je pense qu'on est un Mediapart. Non, mais c'est évidemment... ce genre de propos est en fait assez fascinant, parce que ça n'a tellement pas de sens qu'il est très, très étonnant qu'on puisse tenir ce genre de propos. Mais ça dit simplement la trajectoire qui a été parcourue, c'est sa trajectoire. Et pour fabriquer de la cohérence dans sa trajectoire, il faut dire que c'est un peu la même chose, finalement, 68 et le macronisme aujourd'hui, ce qui n'a absolument rien à voir. La verticale du pouvoir, aujourd'hui, c'est l'antithèse de l'horizontalité du pouvoir, enfin, du pouvoir collectif en mai 68. Et donc, il faut toujours attraper ces choses-là comme des sortes de nonsense avec lesquels il faut refabriquer du sens, quoi. Voilà. Et pour répondre à la question que vous posiez, Louis Plaine, tout à l'heure, je pense que si 68 nous parle encore aujourd'hui, il ne s'agit jamais d'imiter l'événement. De toute façon, l'événement, personne n'en est propriétaire, personne, comme vous le disiez. Et il ne prévient pas quand il arrive. Voilà, il arrive, il vient quand il veut. Voilà. Mais ce que ça peut nous dire encore, c'est le fait que les événements ne sont pas anticipables. Donc, c'est pas parce qu'on est dans le désarroi qu'il ne se passe pas grand-chose, etc., que ça ne peut pas surgir. Et secondo, que la politique, c'est pas une affaire de spécialistes. Parce que disent ces événements-là? C'est que quand on s'y met, en fait, la politique, c'est l'affaire de tous. Et que c'est seulement parce qu'on se démet au quotidien que, de fait, la politique est capturée, en réalité, par des spécialistes, mais qui n'en savent pas beaucoup plus que nous. Il y a une grande quantité de députés aujourd'hui, nouvellement députés, qui n'ont pas de connaissance de la machinerie politique plus grande que n'importe quel citoyen. Et quand bien même, de toute façon, ils en auraient une connaissance plus grande, ça n'empêche pas que le propre même du citoyen, c'est qu'il peut devenir un sujet politique à n'importe quel moment. Mais il faut le décider, et c'est vrai, il faut le dire, ça passe par du collectif. Voilà. Et c'est pour ça que les événements comme ceux de demain sont importants, parce que ce sont des événements collectifs qui peuvent montrer qu'en réalité, il appartient à chacun de reprendre main sur son destin, quoi. 68, c'est... Allez-y. Je vais être désagréable, là. Parce que j'ai voulu aller à des réunions de Macron. Vous savez, il faisait sur des sujets. Et il y avait deux sujets qui m'intéressaient. Pendant la campagne présidentielle. Voilà. Qui m'intéressaient énormément. C'était un sur l'éducation. J'étais pas du tout dans le... C'était ouvert à tout le monde, alors. Ouais, bien sûr. Et un autre sur l'Europe, parce que moi, je tiens beaucoup à l'Europe. Je pense que... Voilà. Et donc... Et là, j'ai trouvé que ça avait quelque chose à voir avec les choses que je n'avais pas vécues en 68, mais il y avait des gens un peu des jeunes et des vieux. Ce qui est donc il y avait une curiosité. Voilà, une curiosité, des jeunes et des vieux qui étaient venus et qui avaient envie de... Oups, je suis en train de mettre de l'eau partout. C'est pas grave. Et je me suis dit que voilà, ça devait être comme ça en 68 aussi, le fait que les gens venaient, parlaient, et je pense qu'il s'est approprié ça, lui, de cette période. Mais vous parliez, c'est intéressant,
de la période de la campagne présidentielle. Oui, de la période de la Justement, campagne. Et où ce il y sont avait les questions qu'on peut lui poser aujourd'hui, c'est-à-dire que cette atmosphère du en même temps, du mouvementisme, pourrait-on dire, la verticale du pouvoir et la Ve République et le président des riches et tout ça est revenu. Là. Hein, il n'y a plus ça. Là, là je ne sais pas je sais pas si les comités continuent ou pas. Je crois qu'il y en a. Mais bon, je ne suis pas retournée. Mais voilà, je voulais juste en tout cas, dire... vous n'avez pas adhéré à ce mouvement-là. Non, je n'ai pas adhéré. Et comme beaucoup de gens, par contre, j'ai voté pour lui au second tour. Parce que à l'extrême droite. Voilà, à l'extrême droite. Bien sûr. Mais je veux dire, l'important, en effet, hein, de toute façon, tout ça passe par des voix. Vous parliez d'un gaulliste qui témoigne là, et donc il n'y a pas de frontières étanches. Oui. Mais au fond, ce que vous résumiez bien et que vous dites dans vos témoignages, qui est le rapport entre l'individu et le collectif, c'est-à-dire qu'on est intelligent à plusieurs, et qu'au fond, c'est une, même si ça n'a pas créé, comme la Révolution française a créé la République, des choses, etc., même si ça a mis du temps à s'installer, mais 68 est avec une immense invention collective. Hein, et qui, dans plein de domaines, a inventé des choses qui sont toujours présentes. J'étais très ému en vous écoutant parce que tous, on est des spécimens, au fond, qui parlent à tous les autres. Moi, je n'avais pas 16 ans, j'étais loin de la France, mais il y avait le transistor, il y avait un petit carnet rouge que toute personne qui était dans la maison remplissait pour que chacun ait les nouvelles. J'étais à Alger, pour dire les choses franchement, et pour tout dire, quand on parle de comment la vie change. Je ne parle même pas de l'engagement politique. Pour moi, je ne me voyais pas vivre en France. Et en fait, c'est cet événement qui m'a dit, finalement, il se passe quand même des choses dans ce pays. Voilà. Donc, et ça a fait que, voilà. Voilà. Les affaires sont très difficiles. Regardez le phénomène de Nuit debout. Ouais. Nuit debout qui a été une fantastique découverte, j'imagine, pour toute une série de jeunes. Hein. Je ne vais pas du tout adhérer à ce mouvement, je n'avais plus l'âge, etc. Mais j'entendais des témoignages. Pourquoi vous dites j'avais plus l'âge? Bon. Mais j'entendais des témoignages. Pour un certain nombre de personnes, ça a été une découverte et une prise de conscience fantastique. Ça n'a pas débouché parce que c'est hyper compliqué aujourd'hui de déboucher. Oui. C'est hyper compliqué parce que aujourd'hui le problème de la politique, c'est pas le débat, c'est comment faire en sorte qu'à un moment donné, on tranche, qu'on garde à la fois un consensus, mais que ceux qui ne sont pas d'accord acceptent de suivre jusqu'à ce qu'ils deviennent majoritaires. Et c'est une culture qui est une culture de contrainte, finalement, qu'on se donnera sans doute dans les prochaines années, parce que le monde nous y obligera. Parce que quand on voit le monde autour de nous, on s'aperçoit qu'avec le durcissement d'un certain nombre de dictatures, il va bien falloir qu'on réfléchisse à la manière dont on construit notre démocratie et sa représentation politique. Et les tendances Macron sont évidentes. Dès lors qu'on n'a pas une culture politique de constitution de parti avec des racines, on peut amener à faire des embardées. Merci à toutes et à tous. N'hésitez pas à acheter dès demain, je crois que c'est demain la sortie officielle en librairie. Mai 68 un passé plein d'à présent et qui l'ont vécu. une vraie histoire collective.